effectivement des structures en cancérologie à Montpellier, notamment autour des INM. Donc, en 2012, l'INCa, l'Institut national du cancer, a lancé un appel d'offres. A lancé un appel à candidature visant à identifier en France des sites qui sont en mesure de déployer des programmes de recherche intégrés, c'est-à-dire une recherche qui intègre à la fois les dimensions médicales, cliniques, scientifiques et sociétales de la recherche du cancer. Donc, Montpellier s'est fédéré autour d'un pôle qui existait, qui s'appelait Pôle Montpellier Cancer, pour proposer une candidature, et donc nous avons eu heureuse satisfaction d'être retenus à cet appel d'offres, ainsi que 7 autres séries en France, parce que vous voyez qu'il existe 3 séries parisiennes, donc autour des centres emblématiques de Centre Curie, de Stapossi, et puis un consortium entre l'hôpital Georges Pompidou et l'hôpital Bourbon, et puis 5 séries en province, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Montpellier. Donc, ce programme de labellisation représente environ 65 millions d'euros. Les séries sont labellisées pour 5 ans pour déployer des programmes de recherche spécifiques autour des thématiques les plus représentatives de leur expertise sur un territoire donné. Et donc, nous, à Montpellier, nous développons 4 programmes de recherche qui sont d'une part 3 programmes biologie, un programme dans le domaine du cancer colorectal, un programme autour de la radiothérapie, de la radiologie, un programme beaucoup plus fondamental toujours en biologie sur la résistance aux traitements antitumoraux, et enfin une des singularités du CIRI de Montpellier, puisque nous sommes le seul CIRI en France à proposer un programme de la sorte, c'est un programme dédié à l'intégration des sciences humaines et sociales en oncologie, donc qui est coordonné par Grégory, avec le professeur Florence Boussangéli. Donc Pierre Sénès, on est le clinicien acteur principal de ce programme. Donc vraiment, sur le plan national, je pense que c'est ce qui a fait la singularité de notre expertise, de notre compétence locale, et aujourd'hui, on était la semaine dernière encore à l'INCa, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce qui se structure en SHS dans le domaine de la cancérologie à Montpellier. Donc bon, bien entendu, notre objectif, la force de frappe que représente le CIRIC aujourd'hui, puisque le CIRIC c'est un consortium formalisé récemment autour d'un contrat cadre, qui est signé par les 3 présidents d'université, par les régionaux commissaires CNRS, Direction générale du CHU et de l'ICM. Le CIRIC, c'est donc une 60aine d'équipes de recherche, de biologie, sciences humaines et sociales, qui sont fédérées autour de programmes collaboratifs de recherche au cancer. Après. Bon voilà, ça c'était des slides qui étaient présentés dans le journal international, présenter les forces de frappe ici à Montpellier dans le domaine des SHS, depuis la prévention avec le centre Épidore qui se situe sur le campus de l'ICN, jusqu'à tout l'aspect, ce que nous on appelle plutôt, je dirais moi que les INM pour nous en cancérologie représentent peut-être davantage les soins de support, donc tout ce qui va être évaluation des soins de support des patients atteints de cancer. Donc voilà, une initiative extrêmement originale et une force de frappe mondiale. Donc je vais laisser la parole à Pierre. Avant de parler de la nutrition, parce que je pense que c'est accessoire à la nutrition en fait, quand je parle de l'exposition. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les soins de support dans le cancer. C'est-à-dire dans mon activité, c'est la prise en charge globale du malade. Ça représente plus de 15 activités différentes, médicales et paramédicales, avec des médecins généralistes qui sont démunis parce que c'est des activités très spécialisées, très spécifiques, très difficiles à coordonner. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a aujourd'hui exactement 17 ans de retard par rapport aux études internationales, aux projets européens et aux projets internationaux américains ou canadiens, 17 ans de retard sur l'organisation des soins de support en France, il faut s'en rendre compte. La première étude publiée était danoise dans la réhabilitation périopératoire. C'est-à-dire, vous prenez un malade en chirurgie, vous l'opérez du côlon, basiquement cancer ou pas cancer, vous intégrez les acteurs du soin de support, le kiné, la nutrition, le social, avant la chirurgie. Vous l'intégrez immédiatement après la chirurgie, 100% des malades sont chez eux 4 jours après la chirurgie. 4 jours après la chirurgie. Publié par Kellett au Danemark, étude danoise en 1997. Depuis, le Danemark le fait, l'a mis en place. On commence à l'ICM cette année. L'ICM n'est pas en retard, c'est un des meilleurs établissements en France. Sur le point, on doit être dans les 5 premiers établissements français dans le cancer. On a 17 ans de retard sur ces organisations. C'est catastrophique. C'est-à-dire que chacun fait ses projets, chacun propose des études, aucun n'est capable d'écouter l'autre. Aucun. On a de belles idées, c'est magnifique. Mais on est incapable de se coordonner. Donc on a un problème majeur là-dedans, dans nos organisations. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer.
Et l'objet de notre série, l'objet d'Epsilon, l'objet d'être là aujourd'hui, c'est de faire changer ces pratiques. J'arrive du Canada, ça fait en 2000, ils ont mis en place les soins de support translaction pour le cancer. En 2000. Papier publié en 2012 qui montre que les gens meurent plus à domicile parce qu'il y a plus de soins de support organisés et qu'on donne les moyens aux médecins traitants de faire. En 2010, TEMED, dans le New England Journal of Medicine, montre que dans le cancer du poumon, quand on fait des soins de support à la base des cancers du poumon, on fait beaucoup moins de chimiothérapie et les gens ont 4 mois de survie en plus. Les papiers en chimiothérapie sont publiés dans les plus grandes revues au monde, coûtent une fortune en termes de médicaments, on gagne 15 jours. Des soins de support coordonnés, vous gagnez 4 mois de survie, avec moins de chimiothérapie. À un moment donné, il faut se poser la question du qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ce qui se passe, c'est que la recherche est mal organisée. C'est-à-dire que quand vous déposez des appels d'offres, qui vous avez en concurrence avec les soins de support? Vous avez les oncologues, vous avez les radiothérapeutes. Peut-être qu'on ne passe pas sur le haut du tableau. On est peut-être au fond du tableau en France. C'est peut-être ça le problème. Je mets des hypothèses, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est peut-être une piste. Peut-être qu'il ne faut pas lutter sur les mêmes tableaux. Peut-être qu'il faut proposer ailleurs. Greg a trouvé la solution, il l'a proposé en Europe, il a proposé à l'international, il l'a proposé aux États-Unis. Il l'a pas eu en France. On a quand même un problème avec nos instances ici à la RSIC, je leur suggère de rapporter l'information, parce qu'il y a quand même un souci. Bon là, on parle de la nutrition, alors je ne vous cache pas qu'il y a plus de 15 activités dans le support. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait des études pour chaque activité dans le soin de support, pour prouver quelque chose, en paramétrant les autres, on est dans le dossier qu'elle fonctionne, ou est-ce qu'on intègre tous les soins de support, et puis on paramètre tout comme il faut, on cadre bien, et on dit, est-ce qu'on veut tester quelque chose de plus dans cette activité? Peut-être ça aussi. Ou on fait des cours, je ne sais rien. Tout ça, c'est un débat. Là, on a fait le choix d'être industriel qui nous avait sollicité sur une étude sur la nutrition, sur un complément alimentaire qui vendait en France, peu importe le nom. C'est un produit qui se boit en briquette ou en poudre. Là, au départ, il était en poudre, on avait la changé, il y a une retirée du marché. Ça n'était pas positif en l'occurrence. Mais il était en poudre et l'idée c'était de l'utiliser, puisqu'il avait des bénéfices, semble-t-il, sur des études, a priori randomisées. Attention au niveau de preuve, les études randomisées n'étaient pas dans mon niveau de preuve. 20 malades inclus, c'est vrai dire 20 malades inclus, c'est nul comme étude, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez tout pouler, vous pouvez faire de la méta-analyse, si c'est de la merde, ça ne sert à rien, vous ne faites rien de ça. Donc il faut des études solides sur lesquelles on puisse s'appuyer pour une conclusion. Donc, dans cette étude, nous, ce qui nous intéressait, c'était les toxicités au traitement en chimiothérapie dans les cancers digestifs. C'est ce qui intéressait aussi le labo. Ils nous ont proposé d'utiliser un complément alimentaire, un complément nutritionnel, pas alimentaire, un complément nutritionnel, donc un apport énergétique contenant glucides, lipides, protéines, plus un produit spécifique dans des aliments spécifiques à l'intérieur, du TGF-bêta, peu importe, et de la glutamine. La glutamine, c'est ce que vous pouvez trouver, par exemple, chez le sportif, des poudres, des gros paquets de poudres, la glutamine que vous pouvez prendre pour être plus fort, plus beau, plus musclé, plus performant. C'est magnifique. Donc ça, le labo l'a utilisé pensant qu'il y avait un bénéfice à attendre pour les malades. Donc on l'a positionné sur ceux qui nous intéressaient pour les patients. Là, on voyait le bénéfice. Le malade, il a de la chimiothérapie, c'est dur pour lui au quotidien. Peut-être qu'en mettant ce produit-là, dans une étude randomisée, on aurait un bénéfice à avoir de la glutamine et du TGF-bêta. L'étude était randomisée de façon simple. L'idée, c'était d'avoir nos statisticiens, on a réfléchi au projet. Il fallait inclure 210 patients, c'est pas une paille, 210 malades, en étude multicentrique, dans les cancers digestifs, avec des critères assez stricts. Le laboratoire a fait faire un placebo, a fait fabriquer un placebo dans une usine d'équilibre pour avoir le produit, plus le placebo, sachant que le détail des produits est ici si vous êtes intéressé, sachant que le placebo était exactement le même, sauf pour la glutamine ici, il n'y en avait pas dans le placebo, il y en avait dans le produit testé, et sauf pour le TGF-bêta qui est ici, il y en avait très peu dans le contrôle et un peu plus dans le produit testé. Les produits étaient lus 2 fois, on les prenait 5 jours avant chaque cure de chimiothérapie. On avait défini ce protocole, c'est pas si facile quand les patients vomissent à la chimiothérapie. Vous faites comment pour donner des produits oraux? C'est pas évident. Certains voulaient les donner en continu. Quel effet sur la tumeur? On n'a pas d'infos non plus. Donc l'objectif principal, on a gardé sur les tox et on a dit on fera des objectifs secondaires. L'étude a été faite, contrôlée, randomisée, avec des patients qui avaient les mêmes poids, les mêmes critères dans les 2 bras. Je vous passe le détail, peu importe le résultat, ça n'a aucune importance. Globalement, les deux groupes, je pense que la discussion est plus intéressante, alors globalement, les 2 groupes ont montré une absence de modification sur les toxicités, sur
sur le critère principal, il n'y a pas eu de différence entre les deux groupes. Donc, pas d'intérêt à utiliser ce produit dans cette population. Ça ne veut pas dire que dans l'apnée du sommeil, ça n'aura pas d'intérêt. Je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question. Je vais pouvoir répondre à la question posée. La question posée, c'est le critère principal, c'est toxicité non hématologique dans les cancers digestifs. Je réponds à la question, ce produit n'améliore pas les toxicités non hématologiques dans les cancers digestifs. C'est tout ce que je peux dire. Par contre, sur les objectifs secondaires, je vais voir s'il y a des modifications dans la progression tumorale, il n'y en a pas. Il n'a pas l'air de favoriser la progression tumorale, ce produit. Et quand on a des publications dans la littérature, on ne va pas les détailler. Mais à un moment donné, il faut se poser aussi des questions quand même, de dire, tiens, qu'est-ce qui existe? Eh bien, il faut à chaque fois, quand vous faites des analyses de la littérature, par exemple, je vais le faire ici, parce que le truc sera mieux, je pense, si je peux. Est-ce qu'on voit là? Merci. Ici, hein? Voilà. Merci. Ok. Donc, par exemple, cette première étude publiée sur la glutamine, alors, j'ai pris quoi? J'ai pris les papiers avec plus de 50 patients dans les tumeurs solides, de façon à pouvoir comparer ce qui est comparable. Moins de 50 patients, j'ai jugé, c'était de façon arbitraire, mais ce n'était pas des études très solides, il y avait des gains importants, et qu'on ne pouvait pas se télémédier tout le long. Donc, 50 patients, et bien, le critère principal, c'était l'intérêt dans ce papier, avec un placebo, en étude randomisée. Et il n'y avait pas de différence. Dans ce papier, on n'a toujours pas de différence. Il y avait un placebo qui n'était pas défini. Le seul papier important qui semblait, qui était sur le performance statut, compare la glutamine à un placebo qui n'était pas défini avec des doses tout à fait curieuses et qui montrait un bénéfice. Et quand on voit le papier, en fait, il faut aller chercher le papier, c'est intéressant. Mais je pense qu'on a besoin que ce papier est un sec. Et que ce papier a été fait aux États-Unis sur des patients russes, uniquement pour avoir un agrément à la Food Drug Administration pour avoir l'autorisation de mise sur le marché américain. Et le papier, il vaut 0. Et c'est le papier le plus important au monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle de ce papier. Donc, au total, nous, par exemple, là-dedans, on dirait, tiens, là, il n'y a pas d'intérêt pour la glutamine, c'est ce qu'on aurait eu là. Donc, ils ont arrêté le développement du produit en France, dans cette indication, sachant que ce n'était pas un médicament, et que ce produit pouvait le vendre en tant que complément nutritionnel en pharmacie avec un remboursement sécu. Ils ont préféré ne pas prendre ce risque-là. Alors, je voudrais sortir un petit peu, pour terminer sur cette dernière diapositive, aller sur des perspectives un peu plus. Bon, la nutrition, nous, c'est notre job premier, c'est notre cœur de métier dans mon équipe. On a 2 phases 3 multicentriques actuellement avec les cancers de la tête et du cou, un autre produit qui nous intéressait à nous sur le marché, que nous poussé, qu'on a testé. Énorme difficulté pour avoir des budgets, finalement, on se l'autofinance avec la Ligue qui nous a donné 23 000 € plus à l'occurrence la Ligue qui nous aide pour le placebo, mais tout le reste, on se le fait. Des résultats pour l'ASCO l'année prochaine, fin d'année, là. Le cancer du sein avec l'hémorroïde, on a une phase 3 multicentrique. Une phase 2 intégrée activité physique et nutrition. Parce qu'en fait, activité physique, il faut savoir ce qu'on met la nutrition derrière. Quel produit utiliser. Donc, dans l'étude que vous avez vue, on a interdit tous les compléments alimentaires ou nutritionnels aux patients. On leur a donné une liste de produits dans lesquels vous ne pouvez pas prendre. Vous ne pouvez pas prendre des oméga 3, vous ne pouvez pas prendre plein de produits qui pouvaient avoir des effets et des interactions sur le produit qu'on veut tester. On a évidemment 2 observatoires en cours sur les carcinoses péritonéales, sur les infections dans les nutritions parentérales par exemple. On a un projet en cours en ETP, actuel, qu'on fait pour les patients. On a des projets de formation en simulation de santé dédiés à la nutrition, on les appelle d'offres. Les transferts de compétences médico-diététiques, qui est aussi un nouveau job en France pour les diététiciens. Et puis des perspectives de développement à court terme sur le bruit cancer. On a publié un papier, un gros publication de papier là-dessus, on poursuit avec Estelle. Et puis on a vraiment une ambition de développer des études intégrées en SHS. Je crois que ça a du sens d'être adossé au CERIC et avec Grégory au laboratoire Epsilon pour intégrer des études à plusieurs activités de façon à pouvoir mener un vrai delta pour le malade, un vrai plus. Et puis, un développement dans les réseaux régionaux et nationaux, on a un bon développement. Je voulais qu'il soit au top dans la SHS. Alors, je terminerai, ce sera maintenant en phase, je dirais CERIC, puis Epsilon, de flux de bombe dans la SHS. Pourquoi pas? Je crois que c'est surtout un catalyseur pour les jeunes. Et l'idée, c'est plutôt de proposer un lieu dédié pour que les jeunes, ceux qui sont motivés, qui ont envie de faire des beaux projets, puissent venir bosser avec nous. Et puis ceux qui veulent mettre un peu de sous, puissent nous aider aussi avec leurs idées. Il y a des bons projets là. Merci.